Alors, donc je vais évoquer successivement, le fonds vert 2024, et donc les ambitions qui sont attachées à ce fonds, une présentation des différentes mesures du fonds qui concernent les QPV, quelques éléments sur le fonds vert en pratique et puis on pourra avoir quelques échanges. Donc diapo suivante. Sur la diapo suivante, effectivement, avant d'entrer dans le fonds vert, 2024, donc je vous propose un petit on pourra diffuser le diaporama, hein, il n'y a pas de difficulté, hein, donc je vais pas forcément lire mot à mot ce qui est écrit sur chaque slide, mais plutôt vous donner la philosophie générale et le diaporama pourra être diffusé. Donc avant de parler de 2024, un petit retour sur 2023, puisque ce fonds vert, il a été mis en place effectivement en 2023. C'est un fonds qui est totalement dédié à la transition écologique. On va le voir successivement dans les slides suivants. C'est un fonds qui est sous le pilotage du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et qui a été doté en 2023 pardon, de 2 milliards d'euros. Donc c'est vraiment un fonds qui a été ciblé, dédié aux ambitions de la France pour, je dirais, s'engager, réussir autant que possible la transition écologique au regard des objectifs, on le va un petit peu plus loin, hein, au regard des objectifs qui sont fixés par nos engagements internationaux, notamment à travers les COP. Donc 2023, 2 milliards d'euros. Donc, ce sont les services de l'État qui sont à la manœuvre pour réceptionner les dossiers, instruire les dossiers, programmer les dossiers, les engager, etc. C'est un fonds qui est essentiellement dédié quasi exclusivement dédié aux collectivités locales, les communes, les intercommunalités, même si de temps en temps on peut voir des bailleurs sociaux qui sont porteurs de projets, on peut voir quelques associations parfois, euh, mais bon voilà, le public cible de ce fonds, c'est les collectivités locales. Donc une fois de plus pour enfin, poursuivre et surtout amplifier ce travail lié à la transition écologique. Donc c'est un fonds qui a connu un fort succès donc à l'échelle nationale l'an dernier, puisque il y a comment dire, enfin, il y a eu de nombreux dossiers qui ont été déposés, 17 800, et puis 12 800 qui ont été instruits, et 10 400 qui ont été acceptés, avec un taux d'engagement des crédits, vous connaissez un peu la mécanique, je suppose, qui est tout à fait intéressant, puisqu'on était quasiment à 100%. Donc voilà, on peut déduire de ça que c'est que c'est un fonds qui répondait quand même aux attentes des collectivités locales, des porteurs de projets plus généralement. Alors, au-delà des aspects budgétaires qui sont un indicateur, il y a aussi à travers ce fonds des ambitions, des objectifs. Donc, c'est de réduire la consommation énergétique. Donc, dit positivement, c'est d'avoir des gains énergétiques. Donc, quand on fait la somme des projets, par exemple, liés à la rénovation énergétique, on est plutôt en moyenne à des gains énergétiques de l'ordre de 51%, alors que l'objectif recherché pour répondre à nos engagements internationaux, c'est 40%. On va le voir après dans le détail de chaque mesure, je donne quelques chiffres comme ça. C'est pareil, les cibles liées à la renaturation des espaces ont plus que doublé par rapport à l'objectif. Donc voilà, donc à la fois sur la consommation des crédits, sur l'engagement des projets, ça a répondu, je pense, aux attentes des collectivités, et ça permet déjà de cibler un certain nombre de réussites en termes d'indicateurs. On peut passer à la slide suivante. Donc on va rentrer sur 2024. Alors j'espère que c'est à peu près lisible. Donc 2024, donc 2023, c'était un premier. Quand ça a été mis en place, c'était annoncé un peu comme expérimental en réalité. Et puis ça a été
dès la fin de l'année 2023, enfin dès la préparation plutôt de la loi de finances, ce fonds a été donc en quelque sorte pérennisé jusqu'en 2027. Hein, voilà, donc ce qui laisse quand même des perspectives pour, pour les porteurs de projets, pour la réalisation des différentes mesures. Donc le fonds vert est donc confirmé. À l'échelle nationale, donc c'est 15 mesures qui composent ce fonds vert. Vous allez le voir, c'est effectivement lié. Hein, donc c'est le comment dire, c'est je ne sais pas si on voit ma souris, peut-être, je ne sais pas. Mais tout ça est lié aux ambitions hein, d'une France verte, répondant aux engagements donc, internationaux qui ont été pris par la France. Donc, et si on prend par exemple la réduction de consommation d'énergie, eh bien, on trouve dans le fonds vert une aide, une mesure qui est liée à la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. Si on prend la question de la neutralité carbone, à l'horizon 2050, on trouve dans le fonds vert une aide au déploiement des ZFE, au développement du covoiturage et des mobilités rurales. Hein. Donc, quand je parle des mesures, hein, c'est vraiment la partie droite du diaporama. C'est là où on rentre dans le concret et puis je vais y revenir au fur et à mesure de la présentation. Quand on évoque la question de diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols à l'horizon 2031, on trouve dans le fonds vert des aides au recyclage des friches, des aides à la renaturation des villes et des villages, des aides aux territoires d'industrie qui sont en transition écologique. Quand on évoque la réduction des déchets, et notamment des déchets alimentaires, hein, ce qu'on appelle les biodéchets, on trouve dans le fonds vert une aide pour le tri à la source et la valorisation des biodéchets. Et enfin, quand on évoque les changements, les questions de changement climatique et notamment les incidences que ça peut avoir sur l'émergence des risques naturels, les catastrophes que ça peut engendrer, on trouve dans le fonds vert une aide sur la prévention des risques d'inondation. Bon, sur l'effondrement glaciaire, sur les cyclones, on n'est pas trop concerné en Normandie, mais une aide aux incendies de forêt, à la lutte contre les incendies de forêt, une aide à l'adaptation au recul du trait de côte, et enfin, on retrouve aussi l'aide que j'ai évoquée tout à l'heure sur la renaturation des villes et des villages. Donc, vous l'aurez compris, là, sur le côté droit de la slide, là, les mesures que j'ai citées, il y en a deux voilà, qui ne concernent pas, pour lesquelles deux qui ne sont pas activées, on va dire ça comme ça, en Normandie. C'est les questions liées au cyclone et les questions liées à la chute, comment dire, à ce qui s'appelle l'effondrement glaciaire, enfin, au risque donc lié à la montagne. Enfin, ça, en Normandie, on n'est pas concerné. On peut continuer sur la page suivante pour le diaporama. Donc, ça vous donne une idée de l'architecture du budget. Hein. Alors, on est sur un budget de l'État. C'est un budget opérationnel de programme, donc qui se décompose dans 3 grands axes. On retrouve la performance environnementale, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais avec les mesures rénovation énergétique des bâtiments locaux, et en 2024, avec une priorité parmi ces bâtiments publics locaux, un fort accent, enfin une demande faite au préfet de région de viser les bâtiments scolaires, hein, la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Donc, dans ce premier axe performance environnementale, on y retrouve bien sûr le tri à la source et la valorisation des biodéchets, la rénovation du parc de luminaires d'éclairage public. Dans le deuxième axe lié au changement climatique, la prévention des inondations, des incendies de forêt, et pour ce qui nous concerne en Normandie, l'adaptation au recul du trait de côte et la renaturation des villes et des villages. Et enfin, un dernier axe, c'est l'amélioration du cadre de vie, et on y retrouve la mesure déploiement des ZFE,
développement des mobilités durables en zone rurale. C'est une nouvelle mesure en 2024. Le développement du covoiturage, le recyclage des friches, le soutien, alors là, c'est territoire d'industrie en transition écologique. Je ne sais pas si vous avez cette notion, mais donc c'est un programme qui est développé par la NCT depuis 2-3 ans maintenant et qui a conduit à labelliser un certain nombre de territoires dans les régions, appelés territoires d'industrie, où là, il y a un potentiel je vais en dire comme ça, de relance du tissu industriel, de confortement du tissu industriel, d'innovation dans le tissu industriel, ce qui fait que si on prend la région Normandie, ce n'est pas toute la région qui est couverte par ce dispositif, c'est une dizaine de territoires portés par soit un EPCI, soit plusieurs EPCI, mais voilà, enfin, il y a des périmètres qui ont été définis par le fait qu'il y a déjà un tissu industriel important et qui mérite d'être conforté, amplifié, comment dire, amélioré, pour lequel il est important d'y soutenir de l'innovation dans le but final, on va dire, de refaire revenir sur ces territoires, de la production locale qui a pu être dans les années précédentes délocalisée dans d'autres pays. Donc ça s'appelle territoire d'industrie. Pardon. Donc, au titre de ce label, il y a des financements de l'État, souvent soutenus par les régions. Et dans le cadre du Fonds vert, une nouvelle mesure a été mise en place pour soutenir les entreprises. Voilà, c'est un peu l'exception du Fonds vert, soutenir les entreprises pour qu'elles aient à la fois des productions, mais aussi des process de production plus verts. Voilà, je fais simple. Et puis, donc, pour finir sur ce dernier axe, on a un axe, une mesure aussi importante sur la biodiversité, à la fois pour que les communes mettent en place des atlas de la biodiversité, une meilleure connaissance de la biodiversité sur leur commune, et puis des mesures pour des actions pour protéger, restaurer les espaces et réduire la pression sur la biodiversité. Donc voilà, pour avoir une idée d'ensemble, je vais revenir un peu dans le détail après. Si tu as besoin de boire un petit verre d'eau, Bruno, on peut t'accorder 2 minutes. Hein. Il n'y a pas d'eau à disposition. Là. Ah, bon, bah là, on ne peut rien faire alors. Donc, et puis j'oubliais, il y a une mesure transversale, on va dire, transverse, qui est alors c'est pas une grosse enveloppe, vous verrez un petit peu plus loin, mais qui est l'appui à l'ingénierie. Parce que l'on constate qu'effectivement, même si les collectivités locales, notamment les communes, sont toujours intéressées pour développer des projets, elles ont parfois un manque d'ingénierie qui puisse les aider à monter les projets ou à faire des études préalables ou à faire des diagnostics globaux. Alors bien sûr, souvent, elles se retournent vers le PCI dans lequel elles sont, mais là, voilà, il y a à travers le Fonds vert une possibilité d'appuyer ces collectivités locales dans la phase d'ingénierie de projet. Petit point sur le budget 2024, peut-être vous aurez entendu, dans le cadre de la loi de finances, le gouvernement donc, avait dit on pérennise le Fonds vert et on l'augmente même de 500 millions d'euros, donc ce qui faisait un budget global pour 2024 de 2,5 milliards d'euros par rapport aux 2 milliards de 2023. Bon, il ne vous aura pas échappé qu'entre-temps, le ministre du budget, le ministre de l'économie, a mis en place un plan d'économie à hauteur de 10 milliards d'euros. Donc chaque budget de l'État, pratiquement tous les budgets de l'État sont mis à contribution pour faire ce plan d'économie, ce qui fait qu'alors aujourd'hui on ne connaît pas complètement les conséquences de ce plan d'économie, mais on peut penser que raisonnablement on va rester sur une enveloppe à peu près équivalente à celle de 2023. Voilà. Je ne peux pas donner de chiffres plus précis, mais ça va être de cet ordre-là. Donc voilà pour les grands principes.
Alors, ce qui est important et ce qui justifie en fait cette petite intervention, c'est que en 2024, c'était pas forcément le cas, enfin en tout cas, c'était pas aussi clairement dit en 2023, mais le ministre de la transition écologique hein, et de la cohésion des territoires enfin, dans les instructions qu'ont reçues les préfets de région, ont demandé à ce que les préfets de région, avec les préfets de département, je vais y revenir un peu tout à l'heure sur l'organisation de l'État, ciblent quand même, enfin, ciblent en partie les QPV, hein, dans l'émergence des projets, dans le choix des projets, dans les subventions qui seront accordées. Voilà, donc c'est bien sûr ouvert à toute collectivité, commune, PCI, etc., mais au service de l'État, préfet notamment, de veiller à ce que dire simplement, hein, dans les subventions qui seront attribuées, de veiller à ce qu'une part de ces subventions aille sur les territoires de la politique de la ville. Donc, pour tout vous dire, sur une enveloppe, chaque préfet a son enveloppe, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, enfin, il est dit que ça serait bien si, par rapport à cette enveloppe, si à peu près 15% des crédits allaient vers les quartiers politiques de la ville, ça serait bien. C'est un objectif, hein, c'est pas rigide, hein, voilà, c'est une orientation, une indication, mais voilà, on devra à un moment donné dire effectivement ce qu'on a fait pour les quartiers politiques de la ville. Je profite je rebondis parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc voilà, j'ai listé un certain nombre de mesures. Je peux dire comment l'État s'organise pour piloter ce fonds. Donc c'est le préfet de région qui est responsable. C'est lui qui a reçu mandat du ministre avec une enveloppe. Donc l'an dernier, pour la région Normandie, c'était 100 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre. Hein. Pour nous, ça fait vraiment un gros budget, en tout cas sur cette thématique-là. On peut penser que cette année, ça sera à peu près la même chose. Hein. Donc j'en dis pas plus, parce que comme il y a des contraintes budgétaires, voilà, je suis prudent sur les chiffres. Mais pour essayer d'être concret avec vous, il y a des mesures qui sont à la fois départementales, donc gérées, pilotées par les préfets de département, souvent avec l'appui des DDTM. Par exemple, typiquement la rénovation énergétique des bâtiments publics, y compris les écoles. Le préfet de région a en quelque sorte délégué une enveloppe à chacun des préfets de département, donc à charge aux préfectures, souvent avec l'appui des DDTM, d'instruire les dossiers qui auront été déposés par les collectivités locales et de faire une programmation, de retenir un certain nombre de dossiers sur des critères, et puis après d'engager les subventions, de signer des conventions avec les porteurs de projets, etc. Enfin, vous connaissez, je pense, le mécanisme d'engagement des dépenses et de soutien aux collectivités locales. Donc, il y a à la fois donc, des mesures départementales, et puis quelques mesures qui relèvent du préfet de région. Alors, pour donner quelques exemples, par exemple, la mesure tri à la source et valorisation des biodéchets, c'est une mesure régionale, pilotée en l'occurrence par le SGAR, pour le préfet de région. Et l'instruction de ces dossiers est confiée à l'ADEME. Pardon. Voilà. Et puis un autre exemple, c'est la renaturation des villes et des villages. C'est une mesure départementale, régionale, pardon. Et pour le coup, l'instruction des dossiers, elle est confiée aux agences de l'eau. Je dis aux agences de l'eau parce qu'en Normandie, on a en réalité 2 agences de l'eau sur notre territoire. L'agence de l'eau Seine-Normandie qui occupe la majorité du territoire et un petit bout de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
Donc voilà, il y a de multiples acteurs. Le pilotage, c'est le préfet de région, le SGAR, avec l'appui du SGAR. Mais en termes d'instruction, de répartition des enveloppes, on a à la fois des mesures régionales et des mesures départementales. Bon, ça, c'est un peu notre cuisine, hein, mais au final, ce qui est important, c'est que des projets soient déposés, instruits par le bon service, et que les crédits voilà, soient utilisés à bon escient sur des projets structurants. Donc voilà pour les grandes généralités. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre. Donc on va égrener quelques mesures qui peuvent intéresser les QPV, puisque je redis, au niveau national, il y a 15 mesures. En Normandie, on n'en mobilise que 13, puisqu'on n'a pas les cyclones, on n'a pas la montagne. Donc 13 mesures, mais toutes ne concernent pas forcément les QPV. Un exemple, la mesure adaptation au recul du trait de côte, voilà, a priori, ne concerne pas les quartiers politiques de la ville. Il y a une mesure qui s'appelle développement des mobilités durables en zone rurale. Donc celle-ci, elle est vraiment fléchée sur les zones rurales, mais vraiment très rurales. Donc a priori, ça ne concerne pas des acteurs qui seraient en quartier QPV. Donc oui, on peut passer à la slide suivante. Donc ce que je vais présenter à partir de maintenant, ce sont les mesures pour lesquelles des collectivités, communes, intercommunalités, comprises dans un QPV, peuvent légitimement candidater et déposer des dossiers. Donc, la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est vraiment en montant de budget de l'État pour soutenir les collectivités locales, c'est le plus important, c'est la mesure la plus importante. En 2024, ça devrait faire de l'ordre de 50 millions d'euros, donc ce qui n'est pas neutre. Donc c'est pour la rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux collectivités locales, leurs groupements, dont les bâtiments scolaires. Clairement, le ministre, quand il s'adresse au préfet de région, il dit: vous avez une enveloppe sur les bâtiments publics et une sous-enveloppe sur les bâtiments scolaires. Voilà, à charge à vous de faire émerger les projets, etc., pour essayer de respecter au mieux cette enveloppe globale et cette sous-enveloppe. Et en fléchant autant que possible des quartiers, des projets en QPV. Donc l'objectif, c'est la réduction de la consommation d'énergie à hauteur de 40%, un objectif quand même assez ambitieux. Donc ça veut dire que chaque projet qui nous est déposé doit à minima dire voilà, ce que je vous propose de financer au titre du fonds vert, c'est voilà, une opération d'isolation, de changement de chaudière, voilà, il y a différents types de dépenses éligibles et qui vont me permettre, moi, collectivité locale, sur ce bâtiment en question, de réduire ma consommation d'énergie. Ça vise aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sur cette mesure, on peut financer à la fois les études et bien sûr les investissements. Donc, voilà, j'ai dit tout à l'heure, tout type d'investissement qui permettent de réduire la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Je profite de cette slide pour dire, mais je le redirai tout à l'heure, que pour chacune des mesures, il y a ce qu'on appelle des cahiers d'accompagnement, c'est-à-dire des documents qui détaillent de manière assez fine les porteurs de projets éligibles pour chaque mesure, l'ambition recherchée à travers la mesure, déjà, en chapeau, si je puis dire, les porteurs de projets éligibles, donc je l'ai dit, c'est souvent les communes, les intercommunalités, et
le type de dépense éligible. C'est un espèce de cahier des charges en quelque sorte, hein. Mais pour autant, on ne fonctionne pas en appel à projet. Je pense que c'est un point important. Les mesures sont ouvertes. Si je prends les mesures départementales, les préfectures disposent déjà d'une enveloppe de crédit. Les projets doivent être déposés sous démarche simplifiée, fonds vert. Et bien sûr, autant que possible, il faut qu'ils s'inscrivent dans ces cahiers d'accompagnement. Et les cahiers d'accompagnement, on les trouve sur le site du ministère de la Transition écologique, et plus particulièrement sur le site de la DGALN, la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, qui pilote voilà, le fonds. Donc voilà, donc on n'est pas en appel à projet, on est en dépôt au fil de l'eau, sur la base d'un espèce de guide en fait qui permet aux porteurs de projet de déjà voir en quoi son projet est susceptible de répondre aux attentes du gouvernement et du fonds vert. Et donc voilà, sur la rénovation énergétique, j'en dis pas plus. C'est un gros enjeu, bien évidemment, puisque voilà, c'est consommateur d'énergie, c'est émetteur de gaz à effet de serre, et c'est là où il y a le plus de crédits dans chacune des régions. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ici, sur le tri, donc, nous sommes sur une mesure régionale, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le tri à la source, la valorisation des déchets. En Normandie, c'est une enveloppe 2024 sous toute réserve, hein, c'est une enveloppe d'environ 2 millions d'euros. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans le même ordre d'idée que tout à l'heure. Et donc là, c'est pour aider les collectivités locales à mettre en place le tri à la source, la valorisation aussi, c'est la chaîne, des biodéchets. Donc ça peut être des études préalables, ça peut être des investissements pour l'achat et la mise en œuvre d'équipements. Ça peut être aussi des actions d'accompagnement, de formation, de sensibilisation des particuliers, hein, parce que voilà, derrière cette mesure, il y a un changement de comportement. Au-delà des investissements que peuvent faire les collectivités locales, il faut aussi que le citoyen change ses habitudes. Et puis, donc ça, c'est la phase de tri. Et ensuite, c'est la mise en place d'études et d'investissements pour valoriser ces déchets. Donc là, on est plutôt effectivement sur des projets portés par les EPCI. Et donc, excusez-moi. Oui. Désolée. Est-ce que l'opéra, en tant que PCC, est éligible au fonds vert? Je ne peux pas répondre comme ça. Non. Non, c'est sûr. J'en sais rien. Je suis en vidéo, j'interviens là. Excusez-moi. Je demande une petite interruption de séance. Je vais couper le micro de Monsieur Thumont en attendant. Alors, je vais désactiver votre micro, Monsieur Thumont. Je vous laisse le remettre. Excusez-moi pour ce petit intermède. Donc voilà, donc voilà, l'idée c'est de soutenir l'ensemble de la chaîne du tri à la valorisation. Donc c'est plutôt des projets portés, imaginés par des EPCI, voilà, c'est à l'échelle de l'enjeu. C'est une mesure qui a bien fonctionné en 2023 et pour lequel il y a
pressant pas mal de demandes en 2024. Notamment parce qu'il y a des obligations réglementaires sur le sujet. On peut passer à la slide suivante. Pardon. Alors, sur la rénovation de l'éclairage public, c'est une mesure départementale, dotée en Normandie d'environ 4 millions d'euros. Donc là, c'est soutenir des études de diagnostic, voilà, pour élaborer des plans d'action, des stratégies pour réduire l'éclairage public la nuit, pour effectivement le soutien aussi à des prestations d'ingénierie, des études préalables au dimensionnement du parc luminaire, et bien sûr les investissements pour changer les luminaires qui souvent sont anciens, obsolètes, consommateurs d'énergie et pas forcément très agréables, avec des impacts lumineux qui sont importants. Donc là aussi, pas mal de demandes sur cette thématique, sur cette mesure. En Normandie, c'est un budget de l'ordre de 4 millions d'euros. Alors là, pour le coup, ça peut être des communes, ça peut être des EPCI, c'est plutôt des communes, l'éclairage public. Mais ça peut être aussi les syndicats d'électricité. Ils sont tout à fait éligibles à cette mesure. La renaturation des villes et des villages, c'est la slide suivante. Donc là, ça répond à des problématiques de changement climatique, d'îlots de chaleur, et puis aussi de recréer de la biodiversité dans les villes. Et donc, c'est redonner de la nature dans les villes, améliorer les fonctionnalités écologiques dans les villes. Et donc, on est vraiment sur des espaces, le soutien du Fonds vert, c'est sur des projets qui interviennent sur des espaces qui sont soit au sein, soit en continuité de l'espace urbanisé. Voilà, il y a des projets, c'est souvent ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est souvent sur des places voilà, qui sont déminéralisées, réouvertes à la nature, avec de l'implantation de la biodiversité. Et il y a vraiment, j'insiste, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect lutte contre le changement climatique, mais aussi l'idée de réimplanter de la biodiversité le plus possible avec des essences locales, voilà, pour recréer des comme on dit, des corridors de biodiversité. Et puis aussi, voilà, je le dis de manière très simple, mais enlever du bitume, c'est aussi permettre une meilleure imperméabilisation, ce qui peut être intéressant pour la gestion des eaux pluviales. Donc là, classiquement, on finance des études de diagnostic, des études un peu globales, des études préalables à un projet et le projet d'investissement lui-même. Donc c'est aussi intéressant parce que ça peut redonner voilà, une autre, un autre aspect à un quartier, voilà, en réintroduisant la nature en ville. Et c'est une enveloppe en Normandie à peu près de l'ordre de 6 millions d'euros. Sous toute réserve, une fois de plus. Donc une mesure qui en 2024, pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc le budget pour la région Normandie, c'était 100 millions d'euros, et on a engagé tous les 100 millions d'euros. On a trouvé suffisamment de projets pertinents pour consommer notre enveloppe. Et là, cette année, on voit qu'il y a effectivement pas mal de projets qui émergent. Ensuite, la mesure suivante, nous sommes toujours sur une mesure départementale. Et là, c'est, comment dire, toutes les actions, le soutien aux actions. Alors, d'abord à la mise en place des ZFE. Alors évidemment, c'est une mesure qui est assez ciblée, hein, donc qui est ciblée sur la métropole de Rouen, sur la communauté urbaine de Caen et celle du Havre. Alors, les périmètres de ZFE, ils ne sont pas tout à fait concomitants avec celles des EPCI. Hein, ils peuvent être plus larges, éventuellement moins larges. C'est une question de discussion locale et d'adhésion des communes
cette problématique de cet enjeu de ZFE. Donc, pour être concret avec vous, la ZFE de Rouen, de la métropole de Rouen, elle est en place maintenant. Il y a eu une décision politique avec un certain nombre de conséquences. Son périmètre dépasse largement, va même dans l'heure, jusque dans l'heure, parce que la ZFE, elle essaye de toucher les communes qui sont dans le bassin de vie, là où les gens se déplacent. Et donc, la ZFE du Havre est en cours d'étude, de discussion, de négociation, celle de Caen aussi. Et donc là, le fonds vert, il est là pour financer les réflexions préalables, les études, la stratégie, en fait. Et puis, quand la ZFE est en place, soutenir les dispositifs d'information, de conseil pour les citoyens, les usagers, entre guillemets, de la ZFE, proposer des solutions alternatives, déployer des services numériques pour faciliter les transports et les mobilités douces, les mobilités propres. Et puis, ça peut aller jusqu'à l'achat d'équipements, voire d'aménagements. C'est une mesure qui est dotée de l'ordre de 15 millions d'euros en Normandie. Donc voilà, voilà sur les grandes lignes. Une fois de plus, tout ça est très détaillé dans les cahiers d'accompagnement, bien évidemment. Là, je cite vraiment l'essentiel. La mesure suivante, c'est une mesure régionale, gérée au niveau régional. C'est le recyclage des friches. Et donc là, c'est, vous l'aurez compris, c'est permettre, la problématique des friches n'est pas nouvelle, il en existe un grand nombre. C'est souvent des friches liées à d'anciens sites industriels, mais pas que, ça peut être aussi des friches urbaines ou des friches commerciales. La problématique, c'est que requalifier une friche, c'est souvent des opérations très onéreuses, notamment quand c'est des friches liées à d'anciens sites industriels qui sont souvent parfois pollués. Donc là, le fonds vert, il intervient soit dans un cas d'un terrain nu qui est déjà artificialisé, mais qui a complètement perdu son usage, son affectation. Voilà, c'est un terrain qui a été utilisé à un moment donné, artificialisé, mais voilà, qui est un peu en quelque sorte en déshérence. Et puis des îlots d'habitat, d'activités mixtes, avec du bâti dessus, et pour lequel il y a de la vacance. Soit les bâtiments d'habitat sont vides, soit quasiment vacants, avec une perte d'usage. Et donc ça, souvent, on a pas mal de projets sur le sujet. C'est là où on retrouve des bailleurs sociaux qui sont intéressés pour refaire du logement sur des îlots de ce type-là. Donc, ce que le fonds vert finance, c'est vraiment tout ce qui est préalable au projet. En fait, Alors, ça peut être un projet de logement, comme j'ai dit tout à l'heure, le logement social. Ça peut être un projet de réimplantation d'une entreprise. Et donc, ce que le fonds vert finance, c'est vraiment les études préalables, la dépollution, le réaménagement du site, pour avoir, on va dire ça comme ça, une espèce de site clé en main pour refaire un projet. Mais on ne finance pas le projet. Clairement, le fonds vert, si le projet, c'est de construire du logement, le fonds vert ne va pas financer la construction du logement, des logements. Et c'est une mesure dotée en Normandie de l'ordre de 14 millions d'euros. La slide suivante, pardon, c'est le développement du covoiturage. On est sur une mesure départementale. Les subventions donc, sont attribuées sur un certain nombre de volets. Donc, une fois de plus, c'est les collectivités locales. Donc là, c'est plutôt les EPCI en fait, qui s'emparent de ces sujets-là, ou les très grosses communes. Donc l'idée, c'est de soutenir des schémas directeurs
on va dire des plans d'action, des études préopérationnelles pour la mise en place d'infrastructures de covoiturage. Ça peut être des aires de covoiturage, ça peut être des lignes dédiées, ça peut voilà. Et puis c'est aussi les services. C'est pas seulement l'infrastructure, mais c'est aussi les services qui permettent voilà, de développer du covoiturage. Ça peut être aussi des actions plus soft, entre guillemets, sur des campagnes de communication, d'animation, des plateformes de mise en relation des usagers du covoiturage, et voire des campagnes d'incitation financière au covoiturage. Voilà, donc on le sait, enfin, c'est des choses qui se développent petit à petit, mais le fonds vert apporte un soutien spécifique, et c'est une enveloppe de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc voilà, j'en ai terminé pour je dirais, les mesures qui peuvent intéresser les QPV. Donc sur les autres mesures que je recite très rapidement, je vais venir sur l'ingénierie. Je l'ai dit tout à l'heure, ne concerne pas les QPV, enfin en tout cas le ministre, on va dire, ne nous demande pas de cibler des projets en QPV pour les mesures mobilité durable en zone rurale, parce que là vraiment, il y a même une liste qui est définie dans le cahier d'accompagnement. On est vraiment sur des zones très, très rurales. Ne concerne pas les QPV, l'adaptation au recul du trait de côte, je l'ai dit tout à l'heure, la prévention des incendies de forêt et la prévention des inondations. Enfin, en tout cas, le ministre ne demande pas au préfet de région de cibler les QPV sur ces quelques mesures. Je veux bien revenir sur la slide ingénierie. Ça sera. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est au-delà de ces mesures très thématiques, il y a une mesure transversale qui est dotée de l'ordre d'1 million d'euros. C'est pour accompagner les porteurs de projets, plus particulièrement les collectivités locales, qui sont un peu en manque d'ingénierie, pour financer soit des postes de chef de projet, d'animateur, suivant les cas, donc financer des ressources humaines, financer des études, voilà, des études de diagnostic, d'approche globale, quelle que soit la thématique en fait. Voilà. Parfois, les collectivités ont besoin de mener une réflexion un peu stratégique, besoin de faire appel à un bureau d'études, ou se lancent dans une stratégie, un plan d'action, ont besoin de ressources humaines dédiées, et peuvent trouver effectivement un appui dans le cadre du fonds vert. Voilà pour l'essentiel des mesures. Alors, la slide suivante. Alors, le fonds vert en pratique. Donc, je l'ai dit, chacune des mesures est décrite de manière assez précise dans ce qui a été appelé les cahiers d'accompagnement. On les trouve sur le site internet du ministère de la Transition écologique. Donc, je redis, c'est l'ambition de la mesure, les porteurs de projets ciblés à travers la mesure, souvent les collectivités locales, le type de projet recherché, les dépenses éligibles, et puis comment on fait pour déposer une demande de subvention, quelles sont les pièces à apporter, enfin, vous voyez un peu la mécanique assez classique. Je l'ai dit aussi, mais je le redis, finalement, l'essentiel des mesures, elles sont de niveau départemental, c'est-à-dire qu'elles sont gérées à la main des préfets de département, pardon. Le préfet de région délègue à chaque préfet de département une enveloppe. Et souvent, les préfets de département s'appuient sur les DDTM pour instruire les dossiers. Le préfet de département, il organise les comités de sélection, il communique en tant que de besoin vis-à-vis des porteurs de projets potentiels, et après, en back-office, ce sont les DDTM qui instruisent les dossiers. Et voilà, je l'ai aussi dit tout à l'heure, il y a quelques mesures pour lesquelles ce ne sont pas les préfets de département. Renaturation des villes et des villages, c'est l'agence de l'eau, et les biodéchets, c'est l'ADEME.
Les friches, c'est en partie, on va dire, l'ADREAL, avec l'appui des DDTM, mais aussi en partie l'ADEME, quand il y a des problèmes de pollution, hein, notamment sur les gros sites, hein, parce que ça nécessite une technicité particulière pour instruire les dossiers. Donc voilà, il y a toute une organisation d'État pour que chaque porteur de projet ait le bon interlocuteur en face de lui. Les dossiers sont à déposer sur démarche simplifiée Fonds vert. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais dire en introduction, pour présenter le sujet. Merci beaucoup, Monsieur Dumont, pour cette présentation claire du Fonds vert, ces différents axes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Monsieur Mbengue. Je laisserai activer votre micro. Oui, bonjour, Abdoul Mbengue, délégué du préfet en Seine-Maritime, donc quartier politique la ville de Rouen, Darnétal et Lillebonne depuis janvier 2024, qui est un nouveau QPV. Voilà, donc on a été sollicité, je pense que Sandra Béard-Courbet est avec moi aussi, ici, par Lillebonne par rapport à une MJC. J'ai entendu parler dans l'introduction qu'une association pourrait aussi solliciter ce fonds. Est-ce possible? Alors, sur quel type de projet? De rénovation. Sur les projets de rénovation, pardon, excusez-moi, sur les projets de rénovation énergétique des bâtiments, non, il faut que ce soit ces bâtiments publics dont la propriété est celle d'une commune ou d'une intercommunalité. Quand j'ai dit association tout à l'heure, c'est parce que j'ai fait un peu vite, mais je pensais notamment à des associations de type environnemental, voilà, qui gèrent des projets plutôt sur les aspects biodiversité, etc. Mais oui, non, sur la rénovation thermique des bâtiments, il faut vraiment que ce soit des bâtiments de propriété communale, intercommunale, ce qui n'est peut-être pas le cas dans le cas que vous citez, quoi. On a posé quand même la question à la PCI pour nous préciser ça, parce que parfois, ce sont des locaux qui sont mis à disposition auprès des associations. Oui, c'est ça, ouais, peut-être. Oui. Mais c'est vraiment la question de la propriété. Merci. Bien, on a beaucoup de questions dans le chat. Je prends dans l'ordre qui sont affichés. Monsieur Renard, vous avez une question? Oui, et merci monsieur de nous avoir exposé clairement là, ce qu'on peut appeler le fond vert. Alors, moi j'ai une série de petites questions. Je suis Jean-Pierre Renard, moi je suis au Conseil citoyen du quartier de Caen au nord, c'est-à-dire le quartier du Calvaire-Saint-Pierre et l'université. Voilà. Et alors, voilà, les petites questions que je voudrais poser. Vous nous avez parlé, Monsieur Dumont, des territoires d'industrie. En Normandie, avez-vous dit, si ma mémoire est bonne, il y en a 8. Est-ce qu'on pourrait en avoir la localisation? Deuxième question. Alors, sur le fond, hein, aucune contestation, bien évidemment. Mais comment se fait l'information des habitants? C'est vécu au quotidien, ce qu'on appelle des soucis écologiques. Et comment se traduit une éventuelle participation de leur part? Par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Moi, dans mon quartier, que je parcours chaque jour, bien évidemment, un jour, je m'aperçois qu'on faisait de la débitumisation. Donc, nous avions 2 agents, par exemple, des espaces verts qui débitumaient, bien évidemment, pour mettre des fleurs, ce qui est remarquable, et c'est très bien. Et tout ça, ils débitumisaient sur 20 cm de large. Je leur ai dit, mais écoutez, messieurs, quand vous allez vouloir biner après, comment allez-vous faire? Donc, moi, je suppose qu'à la limite, vous voyez, il y aurait. Alors, c'est par rapport à ma question sur
l'information et la participation des habitants. Parce que dans ce que vous présentez, c'est certainement pas votre rôle, mais je vois d'aucune manière où est la part d'initiative des habitants. Or, vous le savez fort bien, bien évidemment, que les habitants ont énormément d'idées. Et troisième sous-question, vous avez parlé du déploiement des services numériques. Est-ce que c'est l'illustration de la Smart City, autrement dit? Et puis, dernière petite sous-question, comment tout cela s'insère avec les réunions des COB régionales? Lundi, moi, je vais à la COB régionale de Caen. Alors, moi, je pense que tout ça, c'est logique, hein, et que ça s'insère bien, mais si vous pouviez nous donner, Monsieur Dumont, la précision. Merci d'avance. Ok. Parti. Ok. Je renote les questions, je y réponds tout de suite. Et puis, COP. Sur territoire d'industrie, j'ai dit tout à l'heure, il y a 10 territoires. Alors, je ne vais pas pouvoir il y a une carte qui existe, qu'on peut trouver je pense, sur le site internet de la préfecture de région. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc ça fait 10 territoires d'industrie en Normandie. Donc, évidemment, c'est beaucoup sur la vallée de la Seine, autour de Caen, et puis autour de Cherbourg. Je dis de mémoire, hein, parce que je n'ai pas la carte sous les yeux. Et puis, il doit y en avoir aussi un peu dans l'Orne. Et quand je dis la vallée de la Seine, c'est à la fois sur la Seine-Maritime et dans l'Eure. Donc, c'est des territoires qui ont été labellisés par le ministère en charge des entreprises, qui est le ministère de l'économie. Et donc, un territoire, ça peut être un seul EPCI, ou ça peut être constitué de plusieurs EPCI. Donc, à chaque territoire, d'avoir un peu sa stratégie de, on va dire, réindustrialisation. C'est un peu compliqué à dire. Et surtout d'essayer d'accompagner les entreprises dans l'innovation de leur process de fabrication, d'accompagnement des salariés dans les mutations des entreprises, etc. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fonds vert, lui, il est vraiment sous la dimension transition énergétique, c'est-à-dire aider les entreprises, pour le coup, c'est les entreprises qui sont comprises dans le territoire d'industrie, aider les entreprises à faire qu'elles aient des process de production et des productions finales plus en rapport, enfin plus adaptées à la transition écologique. Donc je pense que là, je ne peux pas vous passer la carte comme ça, mais vous devez la trouver sur le site internet de la préfecture de région. C'est un truc piloté par l'État, hein, en lien avec les régions, avec la région Normandie en l'occurrence. C'est vraiment piloté par l'État. Et au-delà du fonds vert, les entreprises peuvent recevoir des... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de France 2030. Enfin, voilà, c'est dans ce cadre que ça s'inscrit. La participation. Dans le chat au besoin. Je disais, on vous a mis la carte dans le chat, si besoin. Ah, super, pardon, merci. Peut-être plus performant que moi. La participation des citoyens, évidemment, ça c'est sous la responsabilité des acteurs locaux, de ceux qui montent les projets. Mais effectivement, alors c'est pas un critère, nous, de sélection, mais c'est toujours intéressant il y a un certain nombre de projets qui le font, on le voit à travers un certain nombre de projets, où on voit que la collectivité locale a pris le soin de faire de la concertation locale, d'animer des groupes de travail avec des citoyens. Moi, j'ai un exemple en tête qui est tout récent, c'est sans doute pas le seul, où voilà, c'est une collectivité, une intercommunalité qui nous a présenté un projet de mise en place de tri à la source des biodéchets, donc à la fois avec des composteurs individuels, mais aussi des composteurs collectifs, qui sont en réalité des espèces de jardins partagés. Et là, le porteur de projet nous a indiqué dans sa présentation que tout ça avait fait l'objet d'une concertation locale, et évidemment, c'est très intéressant. Alors, Smart City, oui. Enfin, l'usage du numérique, oui. Smart City, oui, pourquoi pas. Et alors, la COP, alors ça, c'est une question très importante. Je l'ai pas, ça figure dans un des slides au début, mais je ne l'ai pas évoqué.
Donc, le gouvernement, enfin, notamment le ministre de la Transition écologique, a lancé donc en 2023, enfin plutôt vers la fin 2023, ce qui s'appelle la territorialisation de la planification écologique. Toujours dans l'idée que tout le monde se mobilise, que le maximum de partenaires, de parties prenantes se mobilisent pour réaliser les objectifs de transition écologique pour lequel l'État français s'est engagé dans le cadre de négociations internationales. Vraiment, l'idée, c'est il y a des grands objectifs, mais comment on s'y prend, chacun, l'État, les collectivités, et puis il y a un certain nombre d'opérateurs locaux pour atteindre ces objectifs. Donc, le ministre a demandé à chaque préfet de région de lancer une réflexion avec le maximum de parties prenantes. Et donc, ça s'appelle des COP. Quelque part, c'est un peu la déclinaison des COP qu'on connaît par ailleurs au niveau international. Et c'est pour ça qu'en tout cas en Normandie, ça se fait aussi ailleurs, il y a tout un tas de réflexions, d'ateliers qui sont engagés. Alors je ne suis pas personnellement cette démarche, mais voilà, d'ici l'été, le préfet de région doit remonter au ministre la feuille de route pour la Normandie, c'est-à-dire un document qui dit voilà comment la Normandie peut contribuer aux efforts de transition écologique, aux ambitions de transition écologique de la France. Mais c'est une bonne question parce qu'en réalité, ça peut, à un moment donné, ça va forcément avoir un lien avec le fonds vert. Le fonds vert, c'est des crédits, avec voilà, un certain nombre de mesures, je ne sais même pas. Mais on peut penser que une fois que la feuille de route aura été validée, derrière, la feuille de route, derrière, c'est l'idée d'avoir des projets opérationnels, hein, portés par des collectivités, je le redis, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut penser, alors peut-être pas en 2024, hein, mais plutôt peut-être en 2025, qu'à un moment donné, ces projets qui seront issus de cette feuille de route, bah, ils auront besoin d'un financement et le fonds vert pourra venir en appui à ces projets. Voilà, je crois que j'ai répondu aux 4 questions. Oui, merci. Je vous en prie. Alors, j'ai au moins 3 personnes qui lèvent la main. Je relève juste la question dans le chat de Madame Morel Pereira, déléguée du préfet en Seine-Maritime. Est-ce qu'une collectivité peut déposer une demande alors qu'elle a commencé des travaux, cadre d'une construction d'une école? Et y a-t-il des cofinancements qui ne doivent pas cohabiter, par exemple avec le POP 147 ou le FIPD, dans le prévisionnel financier du projet? Alors, le principe de base, c'est qu'il ne faut pas que les travaux soient commencés avant de déposer la demande, hein. Ça, c'est vraiment, c'est pas lié au fonds vert, c'est le principe des subventions de l'État. Je crois même que dans les collectivités locales, c'est la même chose. C'est vraiment un principe de base. On dépose un projet. Alors, je vais dire ça comme ça, l'intérêt de passer dans démarche simplifiée, il n'y a pas d'autre choix de toute façon, mais c'est que en fait, le démarche simplifiée, quand le dossier est déposé, ça permet de déclencher un accusé-réception. Ce qui veut dire qu'à l'appui de cet accusé-réception, la collectivité, le porteur de projet, peut commencer son opération. Alors, c'est risques et périls, hein, enfin, sans engagement de subvention de la part du fonds vert, hein. Mais en aucun cas, il faut commencer et après déposer. Et puis, il n'y a pas de... il n'y a pas de... le cumul des subventions n'est pas... Enfin, il n'y a pas d'exclusive. Non, non, enfin, comme ça, j'en vois pas. Bien sûr, l'intérêt, enfin, au-delà des financements de l'État qui peuvent se cumuler, l'intérêt aussi, c'est que le porteur de projet, il aille aussi chercher des financements ailleurs, hein. Ça peut être la région, ça peut être éventuellement le département, les départements. Très bien, merci. Alors, je vais passer la parole à Madame Chariot, qui a levé la main depuis un petit moment. Bonjour. Oui, merci. En effet, j'ai plusieurs questions qui sont un peu dans la continuité de la question précédente.
sur notamment à quel stade du projet il faut être pour déposer les dossiers. Je le vois en lien parce que donc on parle de la mobilisation de ce fonds dans les QPV, dont certains ont aussi des programmes NPNRU en cours avec des maquettes NPNRU qui sont déjà ficelées et en cours. Donc, est-ce que c'est compatible et quel est le délai d'instruction pour savoir si c'est compatible aussi avec les projets et les engagements qui sont déjà en cours, et notamment aussi lié au reste à charge, parce que en théorie, il y a le principe de 20% de reste à charge pour les collectivités. Dans le cadre des QPV, on peut y déroger. Est-ce que le fonds vert prend ce principe ou pas? Voilà. Et après, j'ai une question plus précise sur les bâtiments, sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur un bâtiment qui actuellement serait inutilisé, mais là, qui va être réhabilité pour en faire un équipement communal. Est-ce qu'on peut mobiliser le fonds vert dans ce cadre-là? Et j'ai une autre question sur le fonds friche. C'est lié à pour le foncier, on nous avait dit que dans on ne pouvait pas, dans les coûts du projet, mettre les coûts d'acquisition, que c'était seulement lié aux coûts de dépollution, etc., pour mobiliser le fonds friche. Et donc savoir, parce que je sais que d'une année sur l'autre, ça change. Donc ouais, en 2024, c'est quoi la règle? Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Sur la première question, j'ai dit, enfin, en fait, on peut financer des études ou des projets d'investissement. Mais c'est clair que nous, on cherche des projets matures, c'est-à-dire que des projets qui sont au stade où le porteur de projet va bientôt lancer la consultation pour des marchés de travaux. Nous, on recherche des projets matures. Parce que voilà, on a aussi des obligations d'utiliser ce fonds, d'engager les crédits. Enfin, vous connaissez un peu la mécanique, surtout dans un contexte où les budgets se réduisent. Quand un ministre arrive à négocier une enveloppe, voilà, il a à cœur à ce que l'enveloppe soit utilisée dans l'année. Donc là, on recherche des projets. Enfin, je pense en particulier à la rénovation énergétique des bâtiments. On cherche des projets dont, si le fonds vert s'engage en 2024, des projets qui vont démarrer d'ici la fin de l'année ou tout début 2025. Alors ensuite, vous avez parlé de la question des friches. Donc, ce qu'on finance au titre des friches, en fait, on cible les opérations qui sont... Alors, effectivement, ce n'est pas l'acquisition des friches. Et on cible les opérations qui sont déficitaires pour le porteur de projet. Donc, on va regarder effectivement le coût total du projet de dépollution, de réaménagement, etc., de la friche. On demande au porteur de projet de nous identifier son déficit. Parce qu'en fait, si le porteur de projet, donc c'est souvent une collectivité locale, il envisage de réhabiliter cette friche, c'est parce que derrière, il a un projet qui peut générer des recettes et qui peut aussi y avoir d'autres cofinancements. Donc, on va s'intéresser dans un deuxième temps au déficit de l'opération. Et alors, à l'intérieur, en quelque sorte, de ce déficit, on va regarder effectivement les dépenses réellement éligibles. Et donc, je le dis, hein, c'est surtout dépollution, désamiantage, réaménage, remettre le terrain prêt à recevoir une construction. On ne finance pas l'acquisition, on ne finance pas la construction. Après, il y avait une question sur le reste à charge. Là, on est dans les règles de droit commun, en fait, hein, avec un reste à charge pour les collectivités de 20%. Alors, sur les grosses opérations, je pense notamment à la réhabilitation énergétique des bâtiments, on ne va pas forcément aller jusqu'à 80%. Hein. Voilà, on a aussi des enveloppes un peu contraintes. Mais sinon, on est sous le coup des règles de droit commun.
Et puis, ah oui, il y avait une question sur la réhabilitation énergétique d'un bâtiment qui aujourd'hui n'est plus occupé, c'est ça? Alors, j'avoue que je ne sais pas comme ça instantanément, c'est une question un peu précise. Je veux dire, à partir du moment où c'est oui, il n'est pas occupé, donc il ne consomme pas d'énergie. Oui, c'est un peu bon. Je ne saurais pas dire. À partir du moment où c'est une propriété d'une collectivité, s'il y a effectivement si on fait cette opération de réhabilitation et d'isolation énergétique pour accueillir, je ne sais pas, des nouveaux services ou enfin, accueillir une activité en tout cas, oui, je pense que ça doit être possible, mais là, je ne suis pas trop sûr de moi là. Juste en rénovation énergétique, Foutissier, c'est plutôt l'ATEM, c'est ça qui est au... Non, sur la mesure rénovation énergétique, c'est à la main des préfets de département D'accord. et c'est instruit par les DDTM. ATEM, ok. Très bien. Dans la suite, tes mains levées, Madame Plaza-Petit. Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur Dumont. Bonjour. Je suis nouvellement arrivée en tant que DP sur le territoire de la Manche et ma question, elle est un petit peu simple, en fait, c'est de dire est-ce que des QPV en 2023 ont bénéficié du fonds vert? Si oui, est-ce que vous avez une liste? Est-ce qu'il y en a eu, moi plus particulièrement, je suis plus particulièrement intéressée sur mon territoire et voilà, c'est juste ma question. Ou est-ce que des dossiers sont en cours aussi pour des QPV pour l'année 2024? Alors, oui, il y a des QPV, enfin, des porteurs de projets en QPV qui ont bénéficié du fonds vert en 2023. Je n'ai pas comme ça la liste, mais je vais essayer de la reconstituer et je pourrais la communiquer au CRPV qui pourra vous la communiquer. Enfin, voilà, j'essaierai de faire une liste régionale, en fait, à l'échelle de la région. Mais oui, effectivement, là, il n'y avait pas, en 2023, je l'avais dit tout à l'heure, il n'y avait pas, c'était pas aussi marqué QPV, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Et là, vraiment, le ministre demande à la fois sur les bâtiments scolaires, de cibler des QPV, et plus généralement sur les mesures, là où c'est adapté, hein, bien sûr, voilà, de consacrer un pourcentage de crédit au QPV. Voilà, donc quand c'est des mesures départementales, c'est aussi au préfet de département de faire un peu le tri dans les projets qui sont déposés pour répondre à ces obligations. Et donc oui, en 2024, on commence à avoir des... Alors, comment dire, j'ai dit que c'était au fil de l'eau, hein, les dépôts de dossiers, donc suivant les mesures, en 2024, ça commence plus ou moins doucement le dépôt de dossier est plus ou moins allant, on va dire ça comme ça. Sur rénovation énergétique des bâtiments, je pense qu'il y a pas mal de dossiers. Je ne saurais pas dire la proportion de ce qui est en QPV ou pas. Mais oui, il y en a. Merci. Et puis nous avons également Monsieur Quillon qui a levé la main. Oui, bonjour. J'avais une question rapide. C'était pour savoir, est-ce que, si vous savez, en tant qu'office public de l'habitat, est-ce qu'on a le droit de demander le fonds de renaturation des villes? Parce que le simulateur aide des territoires nous dit que non, et l'office et l'Union sociale pour l'habitat dit oui dans ses articles. Enfin, c'est un peu... Il y a des sources différentes. Enfin, ça semble différent, en tout cas, selon les sources. Je peux vous dire qu'on a déjà financé des projets, alors je vais dire ça de manière un peu générale, hein, portés par un bailleur social pour renaturer l'espace et vraiment recréer de la nature. C'était un projet très intéressant. Enfin, c'est un projet très intéressant autour d'un îlot d'habitat social. Enfin, oui, on le fait. Ok, très bien. Alors, vous avez évoqué Aide Territoire. Voilà. Bon, Aide Territoire, c'est toujours intéressant d'avoir quelque part une somme d'informations sur les financements possibles. Ça dépasse largement le fonds vert. Hein. Enfin, là,
c'est dans différents domaines. Bon, c'est peut-être pas toujours très, très à jour, quoi. Moi, ce que je conseille vraiment sur le fonds vert, c'est d'aller sur le site de la DGALN, du ministère de la Transition, pour voir les cahiers d'accompagnement. C'est des documents, soyez pas effrayés, hein, ça fait à chaque fois une quinzaine de pages, mais je trouve que c'est bien rédigé. On sait à qui s'adresse la mesure, les porteurs de projets potentiels, ce que le gouvernement, l'État cherche à financer. Ça va jusqu'aux dépenses, au type de dépenses éligibles. Et nous, on s'appuie, nous, service de l'État en région, on s'appuie sur ces documents-là pour instruire les dossiers. Donc voilà, faut vraiment aller là-dessus et puis après déposer le dossier sur démarche simplifiée. Du coup, je rebondis un peu là-dessus et puis ça fait peut-être un peu écho aussi à la question de Madame Chariot. Donc vous l'avez dit, c'est le préfet de région qui coordonne cette enveloppe régionale, puis après, Oui. il y a différentes agences qui voilà, vont faire l'instruction, des TTM, agences de l'eau, etc. Est-ce qu'il y a une liste qui peut être retrouvée pour des questions plus techniques, plus précises, des interlocuteurs qui peuvent, des différents interlocuteurs qui peuvent écuyer sur des points peut-être un peu plus précis du fonds vert? Oui, je pourrais vous communiquer une liste de référents. Alors, ça va être dans les préfectures, bah, c'est les services, c'est les directions qui sont en lien avec les collectivités locales. Alors après, chaque préfecture a un peu son organisation, hein, mais oui, je pourrais vous donner quelques contacts. Bien, on pourra les transmettre Et vraiment à les Consul. principaux, on va dire les points d'entrée, parce qu'après, comme c'est toute une communauté de services qui instruisent, etc., je ne peux pas donner les noms, les noms de tout le monde. Oui, mais quelques points d'entrée, oui. Eh bien, Madame Chariot, vous levez la main à nouveau. Oui, c'était pour compléter, poursuivre cette question-là. Est-ce que vous avez un temps moyen, un délai moyen d'instruction du dossier avant lequel on a la réponse? Parce que s'il faut qu'on soit sur des projets mûrs qui démarrent avant, fin 2024 et qu'on est en avril 2024, à quel moment on a la réponse? Alors, je n'ai pas de temps moyen, hein, parce comme il y a de nombreux services instructeurs, nous, on pousse à ce que les dossiers soient instruits le plus vite possible pour programmer et engager. Je n'ai pas de temps moyen, mais par contre, on est dans le temps, je dirais, réglementaire, où à partir du moment où le dossier est déposé, l'autorité qui va attribuer la subvention, donc ça peut être le préfet de département, ça peut être le préfet de région, a 8 mois pour se prononcer favorablement ou défavorablement. Ça, c'est les textes. Hein. C'est les textes. C'est le décret du 25 juin 2018. Donc, on est dans ce cadre-là. Il n'y a pas de cadre spécifique. Mais donc, la façon dont on est organisé, si c'est des mesures départementales, chaque préfet, tous les mois, organise un comité de sélection dans lequel il fait venir les services instructeurs. Et puis voilà, il y a des décisions qui sont prises par rapport aux projets qui sont présentés. Et nous-mêmes, quand c'est des mesures régionales, on a aussi un comité de sélection tous les mois. Donc c'est à la fois du dépôt au fil de l'eau et nous, on fait en sorte que, voilà, de se prononcer le plus rapidement possible sur comment dire, des dossiers matures. Alors, pour vous donner un exemple, c'est clair que on est en avril 2024, et du coup, on a encore des dossiers, on examine encore des dossiers qui ont été déposés fin 2023. Hein. Il n'y a pas eu de rupture, puisqu'on est sur du fil de l'eau, on a rebasculé des dossiers qui avaient été déposés en 2023 et qui n'avaient pas été examinés, ou en tout cas pas sélectionnés. Ils ont été rebasculés sur 2024. Voilà, on ne fonctionne pas en appel à projet avec des dates butoirs. Eh bien, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Est-ce que toutes vos interrogations ont trouvé réponse à ce webinaire? Ouais.
A priori, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, une dernière question, Monsieur Renard, je vous laisse Oui, la dernière question. oui. Non, elle est très courte. En fait, vous avez dit que grosso modo, pour les quartiers prioritaires de la ville, c'est 15% du montant total national du fonds vert. Est-ce que ces 15% ont bien été utilisés en 2023 ou plus? Alors, en 2023, il n'y avait pas cette notion de 15%. C'est à partir de 2024. Ouais. Parce que apparemment, on pourrait dire que quand même, au total, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a plus de 1500 quartiers prioritaires de la ville, à ma connaissance, à la dernière parution officielle. Et donc, après tout, 15%, c'est pas énorme. Oui. Enfin, oui, je suis assez d'accord avec vous, mais non, mais c'est à minima 15%. C'est pas, on peut aller plus. Hein. On peut aller plus. Et c'est pas sur toutes les mesures, une fois de plus. Hein. C'est pas sur toutes les mesures. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, de mémoire, le 15% est annoncé au comité interministériel des villes d'octobre 2023. Oui, c'est ça. Alors, on va vraiment prendre une toute dernière question, Madame Collet, et puis après, on pourra conclure le webinaire pour finir en temps voulu. Oui, bonjour à tous, merci. Je me permets juste effectivement de poser une dernière question pour conclure ce webinaire. Donc moi, je m'intéressais au dispositif qui touche particulièrement le recyclage des friches. Il me semble que mon projet s'adapte plutôt à ce cas de figure-là. En l'occurrence, plutôt donc mature. Hein, j'ai bien compris que c'était des projets qui étaient matures pour fin 2024 ou on va dire au plus tard début 2025, ce qui est le cas. Les travaux n'ont pas commencé. Donc, on est dans les temps. En fait, on se questionne pour. Donc, c'est d'un projet dans le cadre d'un NPNRU, donc rénovation urbaine. Et on a un bâtiment qui fait partie d'une école qui va être rénové. Donc, pour le moment, utilisé comme cantine scolaire et qui va être réhabilité pour y accueillir un centre de loisirs. Seulement, il y a des problématiques, problématiques de structurelles, avec un retrait gonflement d'argile qui a fissuré le bâtiment, le mettant en péril. Donc, on a déjà lancé un marché pour faire un confortement, hein, tout simplement, de ce bâtiment. Et donc, ça a un coût assez conséquent. Et voilà, je me posais la question si ça pouvait éventuellement rentrer dans le cadre de ce dispositif fonds friche. Je ne vais pas forcément répondre sur cette question précise, mais ce qui m'intrigue, c'est que vous dites que l'opération est déjà commencée. Donc, je ne sais pas si vous avez déposé le dossier, enfin, si le porteur de projet concerné a déposé le dossier, mais une fois de plus, il ne faut pas que l'opération soit commencée avant le dépôt de dossier. Elle n'est pas commencée. D'accord. Sur la question du confortement, ça, j'avoue que moi, je ne connais pas toutes les mesures dans tous les détails. Quoi. Je suis vraiment au niveau du pilotage. Bien sûr. Je pense que, oui, si ça fait partie de la viabilité du bâtiment, ça doit pouvoir être possible. Hein, c'est dans quel département? Calvados. Calvados. Dans le Calvados, alors, je ne sais pas si vous connaissez les personnes de la préfecture, mais le fonds vert dans le Calvados, c'est suivi, donc la directrice, c'est Madame Estelle Jardin. Pas toute seule, hein. Elle a des services, mais c'est dans sa direction qui suit le fonds vert, avec l'appui de la DDTM. Donc, typiquement, sur les friches, sur une question aussi pointue, elle peut renvoyer sur la DDTM. D'accord. Merci. Eh bien, merci pour cette dernière question. Voilà, tes personnes commencent à nous quitter. En effet, on s'était fixé 1h30 et le télé est bien tenu. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Thumont, pour cet exposé à toutes ces réponses. Et puis, comme l'a dit Monsieur Thumont, on s'en verra le support qu'il a préparé
pour aujourd'hui. Puis voilà, les quelques éléments aussi échangés pendant ce temps de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous Merci. et bonne Merci, journée à vous. Allez, Au revoir, merci. Merci, au revoir.